plus, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Éric Thomas, bourgmestre d'Anderlecht. Bonjour. Bonjour. Je dis bourgmestre d'Anderlecht pour quelques semaines encore. C'est la fin de votre carrière politique, Éric Thomas ? Oui, tout à fait. Donc c'est une chose qui a été décidée déjà il y a 3 ans. Et donc j'avais dit que si j'étais reconduit comme bourgmestre, ce qui a été le cas, ce serait une législature de transition et que je quitterais après un certain temps. Le moment est venu. Ouais, donc vous passez le relais à Fabrice Koums. Oui. Ce sera quoi ? Le 15 février ? Le 20 février ? Ça dépend. Maintenant, la lettre de démission est envoyée et maintenant elle doit être traitée administrativement. Et puis la candidature de Fabrice Koums doit être introduite dans les règles. Et puis on attendra la décision du ministre-président et la prestation de serment. Oui, donc c'est le ministre-président qui a la tutelle sur cette partie-là de la vie des communes. Donc mais quand je dis le 15 février, c'est une date plausible. Ça doit être de préférence avant le 20 février, puisque le prochain conseil communal c'est le 20 et qu'il ne devrait pas y avoir de vacances du pouvoir. Alors vous avez 71 ans, si je ne me suis pas trompé. Oui. Vous étiez bourgmestre depuis 2012, mais avant vous avez déjà été député bruxellois, ministre, secrétaire d'État entre 1992 et 2004 notamment. Vous avez siégé au fédéral aussi. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans tous ces mandats et dans tout ce que vous avez pu faire, notamment à Anderlecht, maintenant que l'heure du départ approche ? Alors dans les mandats que j'ai eu la chance d'exercer, celui qui m'a le plus plu, c'est la présidence du Parlement bruxellois pendant 5 ans, parce que véritablement c'était l'occasion de montrer qu'on n'est pas bloqué parce qu'on est dans un parti, qu'on est ouvert à la discussion avec les autres, qu'on facilite la discussion, et ça m'a permis aussi de réaliser quelques aménagements du Parlement bruxellois qui sont bien utiles. Ouais. Sur le plan anderlechtois, ce qui est assez curieux, c'est que c'est pas du tout une décision politique que je retiens. C'est le pari un peu fou, comme amoureux du patrimoine, de reconstruire un moulin à vent qui a été reconstruit, le Leuzemolen, qui a été construit entre 1993 et 2000 et qui tourne toujours, qui est fonctionnel. Qu'on a reconstruit sur le modèle, à l'identique d'un vieux moulin. Oui. Reconstruit à l'identique. Un moulin qui avait tourné jusqu'en 1927 et qui avait été démoli en 1955. Voilà. Donc c'est pas politique, mais c'est quand même, ça montre l'intérêt pour le patrimoine anderlechtois. Ouais. Je suis étonné que vous m'annonciez que dans vos mandats, un de vos préférés, c'était celui de la présidence du Parlement. Quand on a été secrétaire d'État à la région bruxelloise, qu'on a eu théoriquement des leviers en main dans l'exécutif, on continue de préférer la vie parlementaire ? Oui, donc véritablement, c'est une. Je dirais que c'est plus agréable et c'est plus ouvert que de travailler dans un gouvernement. Dans un gouvernement, vous travaillez, je dirais, au quotidien pour essayer de faire avancer vos dossiers. En président du Parlement, on a plus un rôle de réflexion. On doit scoltiner l'opposition, faire des négociations avec les partis néerlandophones. Ça vous plaisait, ça ? Oui, tout à fait. Oui. À l'inverse, ce que vous referiez différemment si on pouvait remonter dans le temps et reprendre la carrière politique à zéro ? Je ne sais pas. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir différentes responsabilités. C'est vrai que j'ai commencé au Parlement fédéral et j'imaginais devenir un jour peut-être ministre dans le gouvernement fédéral. Ça n'est jamais arrivé. Donc peut-être que s'il fallait recommencer une carrière, je referais le même départ et j'essaierais d'avoir une responsabilité au niveau fédéral. Alors vous êtes entré au PS en 1977. Oui. Est-ce que le PS bruxellois de l'époque et celui d'aujourd'hui, c'est le même ? Pas du tout. Il y a 2 générations qui sont passées maintenant. Donc c'est vrai que c'était le Parti socialiste belge. Et donc sortant à peine de la scission entre francophones et néerlandophones. Et on était dans une autre époque. Moi j'ai travaillé avec Henri Simonet. Donc le père de Jacques Simonet, qui a été bourgmestre d'Anderlecht avec vous, et qui était d'une autre couleur politique, tout à fait. Qui a été un peu votre meilleur ennemi pendant tout un temps, Jacques Simonet. C'était, oui, au fond, mais un duo assez détonnant. Qu'est-ce qu'il faut entendre par détonnant ? On s'est envoyé quelques vannes quand même. Et en plus, on était dans le même gouvernement au moment où il m'a foutu dans l'opposition. Et après, il a été débarqué du gouvernement. Donc, c'est vrai qu'on avait une histoire commune, mais faite de haut et de bas. Ouais, des crocs en jambes, on va dire. Ce qui a beaucoup changé, quand même, en l'espace de 40 ans, c'est la diversité à Bruxelles. Les élus de la diversité, aujourd'hui, ils sont bien accueillis. Ils ont leur place dans les structures socialistes ou dans les structures de la vie politique de manière générale, ou ça continue de provoquer des tiraillements à Anderlecht ou ailleurs ?
À Anderlecht, je n'ai pas de tiraillement. Je constate qu'il y a des tiraillements à différents endroits. Ouais. Vous dites qu'il y a eu quand même des petits tiraillements entre Fadi Lalanne et vous. Anderlecht, ça a existé, ça. Oui, mais c'est pas dû à la diversité. C'est dû à des personnalités qui ne pouvaient pas s'entendre. Des personnalités différentes, voilà. Et donc, moi, j'ai toujours dit, je fais les choses correctement. Je m'occupe d'Anderlecht. Fadila s'est occupé de la communauté, de la région. Donc les choses... C'est un partage des rôles. Voilà, c'est un partage de rôle. Mais non, c'est vrai que en 1977, il n'y avait personne de communauté immigrée qui se retrouvait dans le parti. Moi, j'ai fait le pari dès la fin des années 90 de donner des responsabilités à des gens issus de la diversité. Et donc, on a eu aussi en 2006 des chefins d'origine maghrébine à Anderlecht. Et donc voilà, on a ouvert dès qu'il le fallait, dès qu'il y avait une demande. Et aujourd'hui, les gens issus de la diversité, que ce soit la communauté marocaine, la communauté turque, d'autres communautés, ils sont suffisamment bien représentés dans la vie politique ou on doit encore progresser? Non, ils sont bien représentés dans la vie politique. Il y a un certain nombre de Belges qui disent, de souches, je dirais, qui disent il y a trop de personnes issues de l'immigration. Ce n'est pas mon cas. Donc moi, je trouve qu'on a un bon équilibre, mais il faut éviter aussi que chacun soit uniquement focalisé sur sa communauté. Ouais, le danger du communautarisme, il existe. Oui, donc le rôle du bourgmestre, c'est vraiment de fédérer tout ça et de passer à d'être invité, d'être le relais des préoccupations de tout le monde, quelle que soit la communauté dont il est issu. Ouais. Je voudrais qu'on parle un instant du Sporting d'Anderlecht. On va agrandir ou on ne va pas agrandir la capacité de ce stade? Écoutez, le Sporting d'Anderlecht, c'est le monstre du Loch Ness. J'ai cru en 2013, donc quand j'étais installé comme bourgmestre depuis quelques mois, qu'on avait la solution avec un troisième anneau du stade. On était prêt à donner le permis. Et puis, voilà. Et puis, il y a eu le chant des sirènes du Heysel, du parking C. Et le Sporting a perdu, à mon avis, une belle occasion. Vous n'étiez pas ravi à ce moment-là, que le Sporting envisage d'aller au Stade National sur le parking C. Tout à fait. Donc on a continué à demander au Sporting d'avancer avec son dossier en disant comme ça, vous avez deux possibilités. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait et donc ils n'ont jamais obtenu le permis définitif pour faire leurs travaux. Donc pour l'instant, il n'est pas question d'avoir un étage de gradin supplémentaire. Lorsque j'ai vu pour la dernière fois le dirigeant du Sporting, j'ai redit que c'était pour moi la seule solution possible sur Anderlecht et qu'on était toujours favorable à l'idée de construire ce troisième anneau. Oui, et que vous a répondu le club? Qu'ils examinaient la question, qu'ils regardaient s'il n'y avait pas d'autres possibilités sur la commune ou en dehors. Et depuis, il n'y a pas de dossier qui est arrivé en tout cas sur la table de la commune. Ce serait une mauvaise affaire pour Anderlecht si le Sporting allait installer son stade ailleurs? Je pense que ce ne serait pas une bonne affaire, en effet. Il y a toute l'activité qui tourne autour du Sporting. Et puis, c'est une équipe qui s'appelle Anderlecht. Je ne vois pas pourquoi elle irait jouer dans une autre commune qu'Anderlecht. Ouais. Les négociations, je parle du fédéral maintenant, les négociations entre la NVA et le PS, vous y croyez? C'est quelque chose de possible? Ou c'est marier l'eau et le feu? Moi, j'écoute ce que dit mon président de parti, qui les a rencontrés à plusieurs reprises et qui dit il y a une telle différence entre ce que veut la NVA et ce que veut le PS que c'est un mariage impossible. Donc il n'y aura pas de gouvernement avec PS et NVA ensemble? Je n'en sais rien parce que je ne fais pas partie des négociations, c'est pas moi qui décide, mais je pense que c'est très difficile, ce sont des contrastes. C'est vrai que la NVA c'est le premier parti en Flandre, le PS le premier en Wallonie, mais avec des programmes tout à fait différents. Ouais. Est-ce que le danger de voir un jour Bruxelles co-gérée par une région flamande d'un côté, une région wallonne de l'autre, c'est un danger qui existe ou ça fait partie des fantasmes? C'est peut-être dans la tête de certains responsables politiques flamands. Je pense que les Bruxellois méritent mieux que ça. Il n'y a pas de raison que les Bruxellois n'aient pas un gouvernement, une assemblée qui décide pour eux, comme c'est le cas en Flandre et en Wallonie. Donc Bruxelles, c'est une région autonome. Ce ne sera jamais Bruxelles d'ici comme Washington d'ici? Idéalement, mais voilà, c'était peut-être possible il y a 50 ou 60 ans. Bruxelles devrait être plus grande que ces 19 communes, parce que véritablement, pour avoir une région qui serait plus équilibrée du côté francophone, néerlandophone, il faudrait une région qui soit plus large.
Mais on sait bien que là aussi, c'est un niet absolu du côté néerlandophone. Ouais, ça, ce serait une bonne solution. Ça permettrait de rééquilibrer la proportion entre francophones et néerlandophones. Quand on voit l'absurdité de l'aéroport de Zaventem où on applique des lois linguistiques, où le taxi bruxellois ne peut pas charger des passagers, voilà, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Mais il faudra bien vivre avec. Ouais. Une dernière question avant qu'on aille au journal. La fusion des zones de police, c'est niet aussi pour vous? C'est tout à fait niet, oui, parce que nous avons une zone de police qui fonctionne bien. Ouais, Bruxelles-Midi. Oui, et les 6 zones de police fonctionnent bien. Ils ont une taille humaine et une seule zone pour 1 200 000 habitants. Je pense que ce serait au détriment de la police de proximité dans les différents quartiers. Éric Thomas, bourgmestre d'Anderlecht pour encore quelques semaines. Notre invité ce midi. On va marquer une pause, c'est le journal. Éric Thomas, et on vous retrouve juste après. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve donc Éric Thomas, bourgmestre d'Anderlecht. On vient de parler du Sporting d'Anderlecht. C'est grave si le Sporting d'Anderlecht non seulement n'est plus en lice pour regagner le championnat de Belgique, mais en plus risque de passer à côté de toutes les Coupes d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Europa League. Oui, historiquement, ce serait une catastrophe. Donc, il faut toujours y croire. Ils peuvent encore terminer 6e, mais il faut qu'ils ne perdent plus rien. Hein. Donc, vous continuez à aller au stade? J'y vais, mais rarement. Ouais, un peu supporter à distance alors. C'est la seule équipe que je supporte, c'est la seule équipe qui m'intéresse, mais je ne suis pas fan au point d'aller à tous les matchs du Sporting. Non. Ouais. La ville de Bruxelles qui opte pour la manière forte en matière de propreté publique, avec notamment des amendes pour ceux qui jettent leurs mégots en rue, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'amendes administratives dont le prix a parfois été multiplié par 4 sur la ville de Bruxelles. Vous qui êtes bourgmestre, c'est une bonne méthode, la méthode forte contre les pollueurs ou les inciviques, entre guillemets? Je ne sais pas quelle est la bonne méthode. Je crois qu'il faut faire un mix de prévention et de sanctions. Mais à Anderlecht, on n'a pas de taxe spécifique de revente spécifique pour ces jets-là. Mais on n'arrive pas à éradiquer ce phénomène. Il y a une partie de la population qui n'a aucune considération pour la propreté de l'espace public. Et donc il faut sanctionner, oui. Oui, et il y a toujours des problèmes de dépôts clandestins, notamment à Anderlecht, ça existe encore? Oui, et donc on connaît les endroits qui sont les plus critiques, et donc on lance des équipes chaque fois que c'est possible. On fait aussi on met des caméras, mais voilà, il y a une partie de population qui s'en fout réellement, et donc il faut absolument les sanctionner. Donc là, c'est la sanction qui est la réponse. On a beaucoup parlé d'Anderlecht il y a 2 ans ou 3 ans à propos de difficultés de maintien de l'ordre, notamment dans le quartier du Peterbos. C'est passé, c'est derrière nous. La police et la justice ont fait leur travail et la situation est désormais sous contrôle. La police et la justice ont fait leur travail et en tout cas au niveau de la commune, on a essayé d'arriver avec des mesures positives et donc on avait proposé à la région bruxelloise de faire un contrat de quartier durable. Ça a été accepté par la région bruxelloise. On est occupé à le mettre en place et donc on espère avoir un Peterbos tout à fait apaisé. Et ça prend le bon chemin pour l'instant? Ça prend le bon chemin, évidemment. Il faut continuer à surveiller un certain nombre d'individus qui, que ce soit au Peterbos ou ailleurs, sont liés notamment au trafic de drogue. Ouais. Quel est le conseil que vous allez donner à Fabrice Koums quand vous allez lui passer le relais? Continuer à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent, parce que véritablement, c'est lui qui a redressé les finances communales depuis 2006. C'est lui qui a véritablement fait tout le nécessaire pour qu'au niveau de l'enseignement, et en particulier l'enseignement primaire, on ait suffisamment de classes à Anderlecht. Et donc, en plus, c'est quelqu'un qui a un grand sens social. Donc, ce que je vais lui demander de faire, c'est de continuer. C'était le bon candidat, le bon casting. Vous avez l'air de le soutenir et d'être content du successeur, en tout cas. Tout à fait. Écoutez, je travaille avec lui depuis 20 ans. C'est quelqu'un aussi qui est extrêmement correct, attentif aux besoins de la population et qui a montré sa capacité. Donc maintenant, à lui, à gagner en popularité. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire de vos journées, Éric Thomas? Eh bien, j'ai la chance d'avoir 4 petits-enfants, donc je vais pouvoir m'en occuper plus souvent. Je vais aussi pouvoir m'occuper de mes passions, donc je m'occupe de voitures anciennes, donc j'aurai enfin le temps de travailler dessus. Vous êtes un grand fan des 504, on m'a dit. Oui, et puis mon modèle fétiche, c'est la petite Ford Anglia des années 60, avec la vitre arrière inversée, parce que c'est la voiture que j'ai achetée quand j'avais 18 ans, sur base des économies que j'avais faites. Donc ce sont ces voitures-là, c'est les années 60 qui vous intéressent? Les années 60-70. Et puis, donc avec mon club, qui est un club bruxellois de vieilles voitures, organiser et faire des balades. On ne dit plus rallye, on fait des balades touristiques en voiture ancienne. Donc vous allez faire ça, entre autres. Entre autres. Merci, Éric Thomas.